Donc bonjour à toutes et à tous. Merci à la MIF de nous accueillir dans ces locaux pour cet atelier donc de début de mandat consacré aux grandes étapes d'élaboration et au cycle budgétaire. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Cycle budgétaire, on va le passer en revue. C'est ce que vous avez donc à l'écran, si tout passe bien, a priori, oui. Donc, c'est quatre phases, hein. Donc, le cycle budgétaire, on va le passer en revue. Donc, c'est quatre phases que vous avez ici. Donc, quatre phases qui s'étalent à peu près sur 18 mois. Donc, on est sur un cycle assez long, hein, qui va être finalement à cheval sur plusieurs exercices et que l'on va détailler une phase donc de préparation du budget qui va commencer pour certaines collectivités donc à l'été ou à l'automne donc de l'exercice N-1, donc pour un budget que l'on va voter, que l'on va préparer pour l'année N. Une phase d'adoption qui va être donc entre l'hiver N-1 et le printemps de l'exercice N, et une phase ensuite évidemment d'exécution, donc tout au long de l'exercice N, pour enfin une phase de clôture et de contrôle qui aura lieu donc en hiver de l'année N et au printemps de l'exercice N+1. Donc une phase, donc une période assez longue, je vous le disais, qui va évidemment être variable d'une collectivité à une autre. Tout dépend évidemment de la temporalité, hein, dans lequel vous vous inscrivez, selon que vous votiez plus ou moins tôt le budget. Mais voilà, on va être sur quelque chose qui va durer enfin, qui va être à cheval sur plusieurs exercices. Dans le détail, voilà la frise chronologique, donc avec les différents repères donc d'élaboration et de préparation du budget que l'on va passer en revue juste après. On va commencer. Donc, je vous le disais, donc, alors, je vais mettre mon pointeur. Hop, voilà. Donc, on va commencer. Donc, pour les collectivités, entre guillemets, les plus précoces, pour celles qui votent le budget très très tôt, on va commencer souvent à l'été, hein, à l'été N-1, avec un envoi l'envoi d'une lettre de cadrage au service qui va fixer un peu le cap, hein, de la préparation budgétaire, un peu les normes, les évolutions, les plafonds qui vont un peu dicter le budget donc, de l'exercice. Ensuite, va commencer la phase donc, de préparation du débat d'orientation budgétaire avec la rédaction du rapport d'orientation budgétaire. Donc là encore, qui va commencer à la rentrée, qui va s'étaler sur une période plus ou moins longue selon la période à laquelle vous allez réellement voter votre budget. La phase de préparation du budget, donc à l'hiver, qui va s'étaler ensuite donc, sur les premiers mois d'exercice, avec la mise en œuvre, la mise en place des conférences budgétaires avec les services. Le budget donc sera voté. Donc, alors avant le 15 avril, donc on va dire en année classique, ou comme cette année, donc le 30 avril, donc lorsqu'il y a le renouvellement des conseils municipaux. Ensuite, on va rentrer dans la phase d'exécution du budget, donc avec la possibilité de pouvoir toujours faire des ajustements. Donc, on va le voir, vous avez la possibilité d'adopter des décisions modificatives, alors plusieurs dans l'année possiblement, ou un budget supplémentaire qui vont permettre de réajuster les crédits qui auront pu être adoptés initialement. Et on arrivera donc en fin d'année, donc avec la phase de clôture, avec le compte de gestion donc, qui sera arrêté par le comptable et le compte administratif qui sera arrêté par l'ordinateur, et là encore avec une date limite donc au mois de juin. Donc une périodicité, on va dire une latitude assez importante donc on va dire pour organiser tout ce cycle, mais deux dates importantes, deux dates imposées, le 15 avril et le 30 juin. Voilà, il faut que votre cycle, votre organisation se mette en place en respectant ces deux dates, maximum le 15 avril pour le vote du budget et maximum le 30 juin pour le vote du compte administratif. Alors, j'ai mis une autre frise ici chronologique, alors qui n'est pas directement lié au budget, mais finalement qui est quand même étroitement lié donc, à la préparation budgétaire. On a un autre calendrier parallèle qui concerne cette fois-ci les délibérations fiscales. Donc vous avez aussi donc, des dates clés à retenir sur la partie fiscale. Alors, vous en avez une qui est commune, donc qui est le 15 avril
qui est commune au vote du budget, qui concerne le vote des taux d'imposition. Donc, vous l'avez déjà passé, hein, c'est cette date et vous la connaissez certainement. Donc, vous avez jusqu'au 15 avril de l'exercice N pour voter les taux d'imposition ménage, donc taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties et CFE. Alors, pour les EPCI ou pour les communes qui seraient encore bénéficiaires de la CFE. Donc ça, c'est déjà passé, donc c'est avant le 15 avril. Et vous avez une deuxième date très importante dans le calendrier qui va aussi avoir une influence évidemment sur le budget, hein, c'est tout ce qui concerne les délibérations pardon, sur la fiscalité et qui est celle-ci fixée au 1er octobre. Alors, une particularité sur ces délibérations fiscales, c'est que autant l'état de vote des taux, le vote des taux, eh bien, va concerner l'exercice N. Donc, vous allez prendre une délibération qui va avoir une influence sur votre exercice en cours. Pour la fiscalité, toutes les autres délibérations que vous allez prendre sont en anticipation. C'est-à-dire que vous allez prendre des délibérations sur ce qui concerne la fiscalité, donc au sens très très large. Hein. Vraiment, tout ce qui concerne la fiscalité au niveau des exonérations sur le foncier bâti, les exonérations sur la CFE, les bases minimums de CFE également pour les EPCI, voire pour les communes qui vont être concernées bientôt, la taxe sur les logements vacants, eh bien, toutes ces délibérations doivent être prises avant le 1er octobre pour une application l'année suivante. Donc, si vous loupez, entre guillemets, le coche sur cette délibération, vous perdez 1 an donc pour l'application de ces mesures. Donc, date très importante, donc au retour des vacances pour pouvoir mettre en place ces délibérations. Et on a également 2 autres dates donc, à retenir. Une première qui concerne la taxe d'aménagement, donc qui est fixée au 1er juillet. Donc là encore, pour une application donc, sur l'exercice suivant. Donc c'est pour l'institution de la taxe, pour celles qui ne l'auraient pas mise en place, mais également pour la modification éventuelle des taux ou des exonérations. Donc ça, c'est au 1er juillet pour l'exercice suivant. Et ce qui concerne l'ATOM, à son propre calendrier, qui est fixé avant le 15 octobre. Donc là, l'institution de la taxe, les exonérations ou la mise en place d'un zonage, tout ça doit être décidé donc avant le 15 octobre. Là encore, pour une mise en œuvre, l'exercice suivant. J'ai mis également, alors on n'est pas vraiment sur de la fiscalité, mais on a certainement parmi vous de nombreuses communes qui sont en fiscalité professionnelle unique. Eh bien, sachez que le PCI a jusqu'au 15 février pour vous notifier votre attribution de compensation. Bon, donc sauf transfert de compétences ou sauf modification, normalement l'attribution de compensation est identique à celle de l'exercice précédent. Bon, néanmoins, on a un formalisme et on a une notification normalement à envoyer aux communes avant le 15 février de l'exercice. Voilà. Donc, petit calendrier parallèle pour ces délibérations fiscales, mais important quand même à avoir en tête, donc dans le cadre de votre préparation budgétaire de l'exercice suivant. Alors, on va rentrer maintenant dans le détail de ces différentes phases, en commençant évidemment par la première, donc la phase numéro 1, donc, qui est liée donc, à la préparation du budget. Alors, cette phase va être matérialisée dans un premier temps par un travail un peu en chambre au niveau des services et donc va commencer selon les collectivités, je vous le disais, parfois à l'été. Hein. On a des collectivités, par exemple, qui envoient les lettres de cadrage, donc un service des finances qui envoie une lettre de cadrage au service à l'été, hein, avec finalement un retour des copies attendues pour la rentrée. Cette lettre de cadrage va fixer un peu le cadre donc, dans lequel va s'inscrire le budget de l'exercice suivant. Donc, fixer souvent bien une augmentation maximale possible pour les budgets des services. Et les services eh bien, vont travailler pendant l'été à la construction de leur budget et essayer d'identifier les différents projets qu'ils ont à mener sur l'exercice suivant. Cette première phase va déboucher sur les conférences budgétaires. Donc, qui vont donc souvent, dans ces cas-là, avoir lieu donc, à la rentrée dans mon calendrier théorique, mais donc quelques mois plus tard, conférences budgétaires au cours desquelles les services ou les directions vont venir un peu présenter leur budget, défendre leurs propositions et pour souvent expliquer pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas respecté le plafond qui était prévu dans la lettre de cadrage. Donc là, vous voyez qu'on est dans une phase de co-construction donc, du budget entre le service des finances et les différentes directions.
Et ces conférences budgétaires sont souvent aussi l'occasion pour les élus de secteur eh bien, de présenter, de défendre également leur budget. Donc souvent, ils y participent. Et voilà, on passe en revue les différentes propositions donc, faites par les services ou par les directions. En parallèle, la direction des finances va faire tout le travail d'estimation des recettes, donc tout ce qui concerne les dotations, la DGF, on y reviendra rapidement tout à l'heure, tout ce qui concerne également la fiscalité, de manière eh bien, à avoir, on va dire, une première maquette, un premier équilibre, et premier équilibre qui va servir eh bien, à alimenter la phase d'arbitrage, qui sera réalisée ensuite par l'exécutif, le maire ou le président de la communauté, bien évidemment, au cours de laquelle eh bien, on va fixer un peu les priorités, revenir sur les budgets qui avaient été proposés initialement et essayer d'avoir un équilibre au niveau du budget. Et tout ça eh bien, permettra, évidemment, de partir sur la rédaction du projet de budget et la rédaction finalement du premier document qui va lancer la saison du budget, c'est le rapport d'orientation budgétaire, donc qui va servir de support au débat d'orientation budgétaire. Donc débat d'orientation budgétaire qui est une étape obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants, donc facultative pour celles qui font moins de 3500 habitants, qui est encadré, évidemment. Encadré d'abord d'un point de vue de temporalité. Le débat d'orientation budgétaire doit se tenir dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget primitif. Voilà, d'un point de vue calendrier, on a 2 mois pour tenir le débat d'orientation budgétaire. Et le rapport est également donc encadré, son contenu est fixé, ou en tout cas, on a des éléments un peu imposés, un exercice un peu imposé. Traditionnellement, c'est un peu l'architecture que vous avez ici sous les yeux. On va commencer sur ce rapport d'orientation budgétaire par fixer le contexte, évidemment, dans lequel le budget va s'inscrire. Contexte macroéconomique, alors si on fait par ordre, international, européen, national. Et ensuite, on commence à dérouler les mesures qui concernent spécifiquement les collectivités locales. Donc, notamment en ce moment, avec évidemment la situation financière un peu compliquée. Donc, on a voilà, un cadre budgétaire assez contraint. Ensuite, on a souvent un petit point sur la situation financière rétrospective de la collectivité, savoir un petit peu quels sont les derniers résultats qui ont été réalisés et où on se situe en termes d'autofinancement, en termes d'endettement, donc individuellement, voire même éventuellement de manière comparée avec d'autres collectivités. On fixe, donc, puisque c'est l'objectif, on fixe évidemment les orientations budgétaires du budget à venir. Donc c'est là qu'on va fixer un peu la trajectoire que l'on entend mettre ensuite dans le budget. Sont également obligatoires dans ce rapport les engagements pluriannuels que pourrait avoir la collectivité. Donc si vous avez en termes d'opérations d'investissement, voilà, des éléments qui vous engagent sur plusieurs exercices, il faut pouvoir ici les énumérer. Est aussi obligatoire un point sur la situation de la dette, donc de la collectivité. Quel est son stock de dette? Quelle est la structure de cette dette et son exposition éventuelle à des emprunts à risque? Donc là, c'est une partie obligatoire. Donc là, on est sur un cadre, on va dire, classique. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne, ou c'est ce que l'on retrouve donc, dans les rapports de la plupart des collectivités. Et en fonction de la taille, on va devoir rajouter des compléments. Donc pour les collectivités de plus de 10 000 habitants, vous êtes tenu de faire un point sur le personnel, donc la situation du personnel et son évolution, donc le nombre de TP, l'évolution de la masse salariale. Donc un point est nécessaire dans le ROB. Et pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, un rapport sur la situation en matière de développement durable est également imposé. Voilà un peu le cadre donc, dans lequel va s'inscrire, ou le contenu donc, que va devoir avoir ce rapport d'orientation budgétaire. Alors,
Si on reprend, donc l'Afrique, si on fait un focus sur l'Afrique, je vous disais, donc une période assez longue, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, voilà, chacun va un peu adapter en fonction de sa taille, parce qu'effectivement, quelquefois, commencer au mois de juillet-août, bon, selon la tête de la collectivité, c'est peut-être un petit peu tôt. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes libre d'organiser donc cette période comme vous l'entendez, avec simplement deux éléments imposés: un ROB ou un débat d'orientation budgétaire qui doit se tenir dans les 2 mois précédant le vote du budget. Ça, c'est imposé. Et surtout, une date pour le vote du budget au 15 avril. Donc, c'était le 30 cette année, mais dès l'année prochaine, ce sera de nouveau le 15. Et donc, voilà en fait les deux bornes, les deux contraintes qui s'imposent réellement à vous sur cette préparation du budget. Alors, pour les collectivités, elles sont nombreuses, qui n'adopteraient pas leur budget donc, en décembre, donc c'est-à-dire qui commencent l'exercice donc, sans budget voté. Évidemment, vous pouvez faire fonctionner la collectivité. Évidemment, c'est prévu par les textes. Donc, dès lors que le budget n'a pas été adopté au 1er janvier, eh bien, vous allez pouvoir engager les dépenses. Alors, avec des plafonds qui sont prévus encore par les textes. Pour le fonctionnement, eh bien, vous pouvez engager des dépenses dans la limite des montants qui ont été inscrits au budget précédent, donc jusqu'à ce que, évidemment, le budget soit adopté. Et pour les dépenses d'investissement, la collectivité peut engager des dépenses dans la limite du quart des crédits qui avaient été ouverts sur l'exercice précédent. Tout ce qui est relatif à la dette étant c'est une dépense obligatoire. Donc, vous pouvez évidemment donc mandater, eh bien, toutes les échéances d'emprunt qui arrivent donc entre le 1er janvier et le vote du budget. Voilà. Donc tout ça est prévu, donc il n'y a pas de problème évidemment à voter un budget après le 1er janvier. Vous pouvez évidemment faire fonctionner la collectivité normalement. Deuxième étape, le vote du budget, enfin le vote l'adoption du budget primitif avec tout son lot de contraintes en termes de contenu et en termes surtout de principes. Vous en avez 6 principes à respecter lorsque vous allez voter votre budget. On va les passer en revue. Le premier principe, c'est le principe d'annualité. Donc le budget que vous allez voter pour l'exercice N, il ne vaut que pour l'exercice N. C'est-à-dire qu'il va prévoir les dépenses et les recettes pour l'exercice considéré, donc du 1er janvier au 31 décembre. Alors, il y a des principes, il y a toujours des exceptions au principe. Donc, pour ce principe d'annualité, il y a une exception. C'est que vous avez la possibilité d'avoir des engagements pluriannuels. Et ça vaut surtout donc pour la partie investissement. Vous avez la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des autorisations de programme et des crédits de paiement, donc l'acronyme donc d'APCP, donc autorisation de programme, crédit de paiement, ce qui permet eh bien, de planifier des opérations sur plusieurs exercices. Donc l'autorisation de programme va fixer l'enveloppe totale de l'opération et les crédits de paiement vont fixer les enveloppes annuelles qui vont être ensuite inscrites au budget. Voilà. Donc là, on sort du cadre annuel. On a cette fois-ci eh bien une opération, un principe qui va être finalement un peu, qui va déborder donc un exercice et qui va, dans ces cas-là, pouvoir être à cheval sur plusieurs budgets. Mais c'est la seule exception. Donc normalement, donc le budget que vous allez adopter ne vaut que pour l'exercice du 1er janvier au 31/12. Deuxième principe, le principe d'unité. Donc, vous n'avez qu'un seul document budgétaire. Et donc, le budget général va recenser l'intégralité des opérations donc, de la collectivité. On est censé avoir dans ce budget l'intégralité des recettes et des dépenses qui permettent à la collectivité de fonctionner. Là encore, une exception est possible. Vous avez la possibilité eh bien, d'individualiser certaines activités. Donc, certaines activités spécifiques, comme alors, bon, on va dire les plus classiques, hein, les budgets eau, les budgets assainissement, les budgets liés aux ordures ménagères, au transport, par exemple, peuvent être individualisés, peuvent être isolés dans un budget spécifique. Alors, avec les mêmes contraintes, c'est-à-dire que tous ces 6 grands principes, évidemment, s'appliqueront aussi à ces budgets annexes. Mais, voilà, on aura dans ces cas-là, eh bien, on recensera dans ce budget annexe les opérations ou les flux qui sont uniquement dédiés à cette opération. Alors, c'est une possibilité
dans certains cas de figure, c'est une obligation dans d'autres. Les budgets eau et les budgets assainissement sont obligatoires pour les collectivités d'une certaine taille. On est obligé d'isoler les opérations concernées. Dans d'autres cas de figure, la création d'un budget annexe pour les ordures ménagères, c'est une possibilité, ça n'est pas une obligation, de même que pour le transport. Donc voilà, après, ça va dépendre de la taille de la collectivité, du type d'activité, mais le principe général, c'est normalement d'avoir toutes les opérations dans le budget général. On a ensuite un autre principe qui est le principe donc d'universalité, c'est-à-dire que l'on doit avoir un recensement, on va dire, des recettes et des dépenses au sens brut, c'est-à-dire que vous n'êtes pas censé faire des contractions. Par exemple, vous avez une dépense et vous avez une recette associée, eh bien, on va devoir isoler la dépense que vous allez devoir supporter et isoler la recette que vous allez percevoir et ne pas raisonner en solde net. Voilà. Donc, on n'est pas censé avoir une contraction, une affectation d'une recette à une dépense. Le quatrième, l'équilibre réel, je laisse de côté, on va y revenir juste après un peu plus en détail, mais c'est peut-être le principe qui va être le plus, on va dire, je ne vais pas dire le plus important, mais en tout cas le plus contrôlé, celui-là, donc on va y revenir juste après. On a aussi un cinquième principe, donc un principe de spécialité, c'est-à-dire que les dépenses et les recettes sont évaluées, sont spécialisées dans chacun des chapitres. C'est-à-dire que ce que l'on va donc ouvrir comme crédit pour un chapitre n'est destiné à financer que ce chapitre. Donc on va le voir juste après dans un schéma, mais les dépenses et les recettes ne sont pas mises entre guillemets en vrac hein, dans le budget, donc elles sont isolées donc, par nature comptable, c'est-à-dire qu'on a des lignes spécifiques qui sont elles-mêmes agrégées dans des chapitres, et donc les crédits que l'on a dans un chapitre eh bien, sont destinés à ce chapitre. Ce que je prévois pour les dépenses de personnel ne sert à financer que mes dépenses de personnel. Je ne vais pas pouvoir utiliser ces crédits pour financer eh bien, mes dépenses énergétiques ou mes assurances. Et de la même manière, mes recettes, donc les recettes sont censées évidemment eh bien, être isolées dans des articles comptables et dans des chapitres et pas être mises un petit peu dans un tout venant au niveau du budget. Donc là, ce principe de spécialité est également prévu. On le verra, il est possible, lorsque les crédits sont insuffisants ou lorsqu'on est un petit peu, voilà, que la prévision était un peu juste dans certains cas de figure, il est possible eh bien, de faire une décision modificative, donc de réévaluer les crédits ou de faire des transferts de crédits donc, à l'intérieur d'un chapitre de manière à pouvoir les ajuster en fonction du besoin. Et enfin, et ça paraît presque évident, vous avez aussi un principe de sincérité, hein, c'est-à-dire que on attend de vous que vous ayez une évaluation sincère de vos dépenses et de vos recettes. Donc, c'est-à-dire que que vous volontairement, vous ne surévaluez pas ou sous-évaluez pas vos dépenses et vos recettes, de manière à ce que la vision que l'on ait eh bien, soit la plus proche de la réalité possible. Voilà. Alors, je vous le disais, on va s'intéresser quelques instants sur cette notion d'équilibre réel en ayant, voilà, déjà peut-être alors, pour certains, c'est déjà connu, pour d'autres, ça l'est peut-être un petit peu moins, c'est cette présentation schématique du budget d'une collectivité. Alors, le budget d'une collectivité, alors, on va dire, c'est assez simple, en tout cas sur le principe, c'est deux sections. Une section de fonctionnement, une section d'investissement. Et chacune de ces sections est décomposée elle-même entre un volet charge et un volet produit. En section de fonctionnement, vous allez retrouver tout ce qui permet eh bien à la collectivité de fonctionner au quotidien, hein, ce qui correspond donc ce qu'on appelle aux charges de personnel. Donc ça, évidemment, tout le monde voit ce que c'est. On va avoir également les charges à caractère général. Donc, ce que l'on met sous ce chapitre eh bien, correspond si je schématise un petit peu, si je vais à l'essentiel, on va dire que ce sont les fluides, ce sont les contrats que vous pouvez avoir, ce sont les contrats d'assurance, les contrats d'entretien du patrimoine, donc les dépenses d'entretien courant. On va ensuite avoir les charges de gestion courante. Vous allez retrouver principalement les subventions que vous pouvez verser, notamment aux associations, les participations que vous pouvez avoir à des syndicats, les indemnités que vous percevez en tant qu'élu. Donc, va se retrouver également dans ce chapitre. On va retrouver également dans ce chapitre une opération, alors qu'on va appeler d'ordre, on va y revenir un peu plus loin, mais on va retrouver ici les provisions que vous allez mettre en place pour les amortissements, donc les dotations aux amortissements, de manière à pouvoir amortir et renouveler votre patrimoine. Et on va retrouver
en section de fonctionnement, une partie de la dette, donc le volet intérêt, les intérêts de la dette, sont inscrits en section de fonctionnement. Voilà pour les charges. Côté produit, on va avoir, alors les blocs ne sont pas forcément représentatifs, donc ça va y d'ailleurs aussi pour la partie charge. Vous ne voyez pas forcément une structure forcément réellement adaptée, mais on va avoir au niveau des produits en premier, donc la plupart maintenant des collectivités, la partie fiscale. Donc la fiscalité, le premier poste de recette de la plupart des collectivités. Donc fiscalité des ménages, là je suis dans une hypothèse où on est sur une collectivité en fiscalité professionnelle unique. Donc la taxe foncière sur la propriété bâtie, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncièrement bâtie. On va retrouver également les dotations de l'État, hein, la dotation globale de fonctionnement, la DGF, également en produit de fonctionnement. Et on va retrouver ensuite les autres recettes que vous allez pouvoir percevoir, les subventions que vous pouvez percevoir. Alors, là, on va dire dans l'ordre, souvent la CAF en premier. Ensuite, vous avez les participations de l'État, les participations du département ou de la région. Évidemment, les participations des usagers, donc toutes les participations, les tarifs donc liés aux activités périscolaires, scolaires, voilà, culturelles, etc. Donc, sont également inscrites ici. Et vous avez, je ne l'ai pas individualisé, mais également tout ce que votre intercommunalité peut vous reverser. Au premier lieu, l'attribution de compensation, voire une dotation de solidarité communautaire. Voilà donc tous les produits donc, qui sont censés pouvoir permettre la couverture de ces dépenses de fonctionnement. La deuxième section, la section d'investissement, va recenser tout ce qui est de près ou de loin lié au patrimoine de la collectivité. Donc tout ce qui va permettre la constitution, l'évolution de son patrimoine. Donc les dépenses liées aux travaux, les dépenses liées aux équipements vont être comptabilisées ici en dépenses d'investissement. Et c'est en investissement que l'on va retrouver le deuxième volet de la partie dette. Donc le capital de la dette s'inscrit ici en section d'investissement. Et cette section d'investissement, pour la couvrir, pour la financer, vous allez avoir un certain nombre de ressources. On va avoir, là encore, donc l'échelle n'est pas forcément adaptée, mais on va avoir la récupération de la TVA, le FCTVA, donc la récupération de la TVA sur vos dépenses d'équipement. Vous allez avoir également les aliénations, donc les produits des cessions, donc le patrimoine ou les terrains que vous allez pouvoir céder vont s'inscrire également donc, ici en recette d'investissement. Vous allez avoir les dépenses, les dotations d'amortissement. Donc là, on est sur un mouvement qu'on appelle d'or. Donc la dépense de fonctionnement est identique à la recette d'investissement. Donc on a une automaticité. On va retrouver évidemment les subventions d'équipement que vous pouvez percevoir. Et enfin, l'emprunt. Alors, il nous manque dans ce schéma, je veux dire presque l'essentiel, c'est le lien entre ces deux parties. Et le lien entre ces deux parties, c'est le virement. Le virement de section, donc ce que l'on va dégager comme excédent de la section de fonctionnement qui va venir participer au financement de la section d'investissement. Et évidemment, et schématiquement, on le voit immédiatement, l'intérêt pour une collectivité, c'est d'essayer de maximiser ce virement, d'essayer de dégager le plus possible au niveau de sa section de fonctionnement pour permettre l'autofinancement maximum de la section d'investissement. On voit bien que dans ce schéma, ce qui va faire l'équilibre, c'est l'emprunt, évidemment. Donc, plus je vais maximiser mon virement, bien moins potentiellement je devrais recourir à l'emprunt pour financer mes dépenses d'investissement. L'équilibre réel dans tout ça. Eh bien, l'équilibre réel, il va être de plusieurs formes. Premier élément, évidemment, c'est qu'on attend de votre budget qu'il soit équilibré en fonctionnement et en investissement. Donc, que les charges de fonctionnement et les produits de fonctionnement soient identiques. Donc, que les produits couvrent les dépenses. Et que les dépenses d'investissement soient couvertes, là aussi, par des recettes d'investissement. Donc, les deux sections doivent être équilibrées, donc chacune de leur côté, j'ai envie de dire. Même chose au niveau des équilibres, les opérations d'ordre sont censées s'équilibrer de la même manière. Donc, les dépenses de fonctionnement sont égales aux recettes d'investissement. On a aussi des recettes d'ordre en fonctionnement qui doivent être identiques aux dépenses d'investissement d'ordre. Et on a des opérations d'ordre donc en investissement. Bon, c'est plus anecdotique. Et surtout, au-delà de cet équilibre, on va dire, facial, il faut que votre budget
eh bien, soit en équilibre en termes de moyens pour financer l'investissement, pour financer le capital de la dette. Et c'est quelquefois ce qui n'apparaît pas, en tout cas visuellement. On voit visuellement, on voit immédiatement qu'un budget est équilibré, donc en fonctionnement, en investissement. Mais par contre, on ne sait pas forcément spontanément si on respecte la couverture du capital par les ressources propres. C'est ce qu'on attend du budget. Et vous avez la possibilité, enfin, c'est une notion, enfin, c'est quelque chose qui est évidemment c'est analysé au niveau de la préfecture, au niveau du contrôle de légalité. Et on attend du budget, eh bien, que le capital soit couvert par le virement de section. On va dire que c'est la situation idéale, que le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement soit au moins équivalent au capital à rembourser. Si ça n'est pas le cas, c'est possible. Dans ces cas-là, on vous autorise à mobiliser une partie de vos recettes d'investissement pour couvrir le delta. Et c'est là où c'est limité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, entre guillemets, j'allais dire faire n'importe quoi, en tout cas, vous ne pouvez pas affecter n'importe quoi comme recette pour rembourser le capital de la dette. Vous avez le droit d'utiliser deux choses. D'utiliser les recettes propres du budget, donc c'est-à-dire, si on schématise un petit peu, le FCTVA, la récupération de la TVA et les produits de cession, et éventuellement les dotations aux amortissements. Voilà, ce sont les deux seuls éléments que vous avez le droit d'utiliser pour couvrir le capital de ma dette. Donc, dans mon exemple ici, vous voyez que mon virement n'est pas suffisant pour couvrir mon capital. Je mobilise une partie de mon SCTVA, une partie de mes cessions pour couvrir le delta. Légalement parlant, je suis dans les clous. Voilà, j'ai un virement de section qui est faible, donc j'ai une situation financière qui est malgré tout un petit peu compliquée puisque je n'arrive pas à autofinancer le remboursement de ma dette, mais légalement parlant, je suis encore donc dans les clous, je suis encore dans l'équilibre. Dès lors que je vais être dans une situation où je vais devoir affecter, ici par exemple, une partie de mes subventions, voire de mon emprunt, au remboursement de mon capital, je serai dans l'illégalité, je serai dans ces cas-là sur une situation de déséquilibre. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément exceptionnel, hein, puisque c'est la situation de l'État, tout simplement. Hein, l'État est exactement dans cette situation, il emprunte pour rembourser sa dette. Donc, situation autorisée pour l'État, situation interdite pour les collectivités. Et en pareil cas, eh bien, le budget est rejeté donc, par la préfecture et vous avez normalement, dans ces cas-là, la saisine de la Chambre régionale des comptes pour pouvoir retravailler ce budget. Mais voilà, il ne passe pas le contrôle de légalité donc, dans ces circonstances-là. Donc, on peut avoir des sections de fonctionnement et d'investissement équilibrées, mais ne pas avoir pour autant un équilibre réel de son budget. Alors, je passe rapidement, j'ai du mal à voir le timing, mais je pense que on va. Ouais, ouais, donc je vais passer rapidement. Donc bon, le budget, donc je vous l'ai dit, contient donc des opérations réelles et des opérations donc d'ordre. Donc les opérations réelles, donc ce sont tous les mouvements qui correspondent à des mouvements de décaissement et d'encaissement. Donc là, on a des mouvements de fonds et on a des opérations d'ordre, donc notamment les dotations aux amortissements qui n'entraînent pas, donc qui ne donnent pas lieu donc à une vraie, on va dire une vraie sortie hein, d'argent et qui ont surtout, c'est surtout un moyen finalement bien de d'étaler ou de rattacher ou de matérialiser des transferts donc entre les sections. Élément important, lorsque vous allez voter votre budget, eh bien, vous allez, quelquefois avoir quelquefois une problématique d'équilibre et donc la nécessité, eh bien, de reprendre les excédents ou, les excédents antérieurs. Donc tout dépend de la temporalité à un moment de laquelle vous allez voter votre budget, mais quelquefois, alors certaines collectivités votent le compte administratif avant de voter le budget. Vous avez jusqu'au 30 juin, mais rien ne vous empêche évidemment de le voter bien avant. Et si le compte administratif n'est pas voté, il est toujours possible de reprendre par anticipation au moment du budget les résultats antérieurs. Donc, on va donc estimer ou valider donc auprès du comptable les résultats de l'exercice donc antérieur pour pouvoir reprendre donc les excédents de cet exercice, ce qui va permettre évidemment de participer, d'équilibrer beaucoup plus facilement le budget. Donc, excédent en fonctionnement et en investissement. Vous serez aussi tenu de récupérer, de reprendre les restes réalisés, donc les restes réalisés d'investissement, souvent, en dépenses et en recettes. Donc, tout ce qui a été engagé sur l'exercice, mais qui n'a pas encore été finalisé. Donc là, qui restera, tout ce qui restera à réaliser sur l'exercice suivant.
Et là, on a une seule contrainte concernant ces excédents, c'est que une partie du résultat de fonctionnement va être affectée automatiquement en investissement pour couvrir un déficit éventuel. Voilà. Donc, vous avez un résultat de fonctionnement donc, en clôture de l'exercice précédent. Une partie de ce résultat va être affectée automatiquement en investissement et le solde, dans ces cas-là, pourrait être conservé en section de fonctionnement. Et ça va permettre, évidemment, souvent, eh bien, d'équilibrer le budget. Alors, si ce n'est pas repris au BP, donc cette procédure de reprise des résultats eh bien, pourra être faite donc, au moment du budget supplémentaire. C'est souvent un peu son objectif à ce budget supplémentaire. Donc, il a souvent pour vocation à reprendre donc, les résultats de l'exercice antérieur. L'exécution budgétaire maintenant. Donc, l'exécution budgétaire, bon, c'est assez rapide. Le principe fondamental donc, dans l'exécution du budget, c'est qu'on a une séparation entre l'ordonnateur et le comptable. L'ordonnateur, c'est vous, hein, c'est l'élu. Donc, c'est vous qui allez eh bien, engager les dépenses, qui allez émettre les bons de commande, qui allez signer des marchés, signer des contrats. C'est vous également qui allez constater le service fait, c'est-à-dire vérifier évidemment que la commande que vous avez faite a bien été honorée et que ce pourquoi vous allez payer eh bien, a bien été livré. Et dès lors que le service fait a été constaté, eh bien, vous allez mandater, vous allez ordonner le paiement. Et c'est le comptable, alors juste après, qui procédera dans ces cas-là au paiement de la facture auprès de la société. Et c'est vous aussi, en tant qu'ordonnateur, qui allez émettre les titres. Côté comptable, on va avoir, eh bien, on va avoir pour principale tâche eh bien, de vérifier donc, la régularité donc, des mandats et vérifier les pièces justificatives, vérifier tout simplement que ce qu'on lui demande de payer eh bien, correspond réellement à la facture qu'on lui transmet. Il va procéder donc, après ces contrôles, au paiement effectif de la facture. Il va aussi recouvrer les recettes, donc par rapport au titre que vous avez émis. Et d'une manière générale, il va tenir la comptabilité de la collectivité. Alors, je vous le disais, on l'a vu en filigrane dans la présentation, tout ça donc c'est donc soumis donc au budget qui a été voté initialement, dans le cadre budgétaire qui a été voté initialement. Il s'avère quelquefois qu'en cours d'exercice, évidemment, eh bien, on se rend compte que quelquefois, eh bien, les crédits n'ont pas été correctement évalués ou quelquefois, voilà, on a un pépin et on est un petit peu juste au niveau des crédits. Vous avez évidemment la possibilité de faire des ajustements en cours d'exercice. Alors, des ajustements qui supposent un vote, donc les décisions modificatives et le budget supplémentaire. Donc là, avec on va dire les mêmes règles, les mêmes contraintes que pour le budget principal, c'est-à-dire les contraintes de sincérité, etc., et notamment la contrainte d'équilibre. Section de fonctionnement, section d'investissement doivent être équilibrées pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire. En termes de temporalité, vous n'avez aucune contrainte. Les décisions modificatives, vous pouvez en faire autant que vous voulez et quand vous le souhaitez. Le budget supplémentaire peut être fait quand vous le souhaitez, mais il n'y en a qu'un. Et entre ces deux options-là, vous avez aussi la possibilité de faire des virements de crédit, c'est-à-dire à l'intérieur d'un même chapitre, eh bien, voilà, s'il s'avère qu'on est un petit peu juste au niveau des fluides, mais qu'on a un petit peu de marge sur une ligne d'entretien, par exemple, eh bien, on peut réaffecter les crédits qui étaient prévus en entretien pour les affecter donc, au fluide, sans que ça nécessite donc d'un vote, un passage au conseil pour pouvoir modifier ces montants-là. Alors, tout fonctionne pour l'exécution du budget, évidemment, par la mise en place d'un suivi. Évidemment, c'est le principal pour pouvoir anticiper au mieux le besoin et l'adéquation entre le budget et le besoin. Eh bien, il faut mettre en place un suivi. Il faut mettre ce que vous mettiez en place au niveau des services, alors souvent des finances, donc un tableau de bord. Le principal élément que l'on va suivre, c'est le taux de réalisation, c'est-à-dire le ratio entre les dépenses que l'on réalise et les dépenses qui sont prévues par le budget. Même chose côté recettes. Ça nous permet de voir dans quelle mesure eh bien, on est raccord par rapport au temps de passage ou si on est un petit peu, dans ces cas-là, un petit peu en retard, où on avance. Et donc, on peut réajuster le budget en fonction. C'est aussi l'occasion, ces tableaux de bord, de mettre en place éventuellement des indicateurs plus de performance entre le nombre de mandats qu'on va émettre ou le nombre de titres que l'on va réaliser, le délai de paiement donc, par la collectivité, l'évolution de la trésorerie. Tout ça, en fait, permet, eh bien, d'anticiper, hein. Il n'y a rien de pire que de se retrouver avec un budget pour certains services qui soit dépassé en cours d'exercice sans qu'on l'ait anticipé, et donc de devoir faire une décision modificative en urgence. Ça permet aussi
eh bien, on va dire, d'anticiper un peu ou d'améliorer eh bien, le travail de prévision pour l'exercice suivant. Parce que voilà, on apprend finalement eh bien, que la préparation budgétaire eh bien, a oublié quelques éléments. Donc, c'est aussi un moyen bien d'anticipation. Et ces tableaux de bord, alors habituellement, c'est plutôt la direction des finances qui les met en place, voire le contrôle de gestion. Mais dans certaines collectivités, on a une volonté aussi bien de responsabiliser les services et quelquefois, eh bien, ce sont les directions ou les services eux-mêmes qui génèrent, qui suivent eh bien, l'exécution de leur budget, qui ont leur propre tableau de bord. Dernière phase, la phase de clôture et le contrôle. Alors, je vais passer rapidement parce que finalement, eh bien, cette notion, ces deux notions que vous avez sous les yeux vont bientôt disparaître. Alors, c'est le compte administratif d'un côté, le compte de gestion de l'autre. Vous allez être amené cette année encore, pour certains en tout cas, pour la plupart d'entre vous certainement, à devoir les gérer. Mais dès l'année prochaine, eh bien, ce sera différent. On est sur une année de transition, puisque doit être mise en place à partir du 1er janvier le compte financier unique. Donc, cette année, vous allez encore devoir adopter un compte administratif, donc côté ordonnateur, et un code de gestion pour le comptable. Donc là, c'est toujours la distinction, la dichotomie ordonnateur-comptable. Donc en fait, finalement, on a un suivi en parallèle de l'exécution du budget et on vérifie en fin d'année que tout évidemment est cohérent. Donc, ce sont des éléments, donc je vous disais, qui doivent être adoptés comme l'un comme l'autre, donc avant le 30 juin donc, de l'exercice N+1. Et donc, ça va changer, puisque à compter de 2026 est mis en place le compte financier unique. Donc, on va avoir maintenant, donc, à compter de 2026, un seul document budgétaire donc, qui va compiler le compte administratif et le compte de gestion. Alors, il y a plusieurs objectifs évidemment donc à ce compte financier unique, hein. Des collectivités ont testé la mise en place depuis quelques exercices maintenant, donc on généralise à compter de 2026. On va dire que l'un des éléments peut-être principal, le principal élément, c'est celui pour simplifier, hein, c'est-à-dire simplifier le processus. On a un seul document et ça évite voilà, d'avoir ce travail notamment de recollement qu'on a en fin d'année entre l'ordonnateur et le comptable pour vérifier qu'on est raccord entre le CA et le compte de gestion. Alors, toutes les collectivités vont devoir y passer. Donc les communes, les intercommunalités, mais également tous les satellites, hein, CCAS, les SDIS, enfin voilà, tout le monde y passe, que ce soit pour le budget principal ou pour le budget annexe. Il y avait des prérequis, mais bon, maintenant tout le monde y est passé aussi. Donc, il faut que tout le monde soit passé à un nouveau référentiel comptable qui est la M57. Alors, vous allez peut-être, alors pour ceux qui sont déjà élus, ça vous parle, pour les nouveaux, vous allez peut-être découvrir ces acronymes. Donc, il y avait la M14 qui était le référentiel comptable qui existait jusqu'alors. Maintenant, c'est la M57. Donc, c'est là où on va retrouver les différents articles comptables et les différents chapitres. Et on est sur une structure de documents qui est la fusion des deux, hein, compte administratif et compte de gestion. Si vous avez en tête, si vous voyez un peu à quoi ressemble le compte administratif, voire le budget primitif, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on va y intégrer des éléments, on va dire, du compte de gestion. Et la principale différence, c'est qu'on va intégrer notamment cette notion de bilan qu'on n'avait pas du tout dans le compte administratif, qui était plutôt géré par le comptable, ça. Donc, on a une approche bilancielle qui n'existait pas avant, qu'on va avoir dans le CFU. Et on va aussi avoir cette notion de compte de résultat. Voilà, donc qui n'existait pas et qui va donc intégrer donc ce document. Mais après, toutes les annexes, par contre, cette fois-ci, restent identiques à ce qui pouvait exister jusqu'alors. Au niveau du processus, l'ordonnateur va générer un CFU provisoire, donc en fonction bien des éléments de l'exercice. Il le transmettra au comptable, donc via Helios. Donc là, tout est dématérialisé évidemment. Le comptable va l'enrichir, donc va intégrer donc ces éléments bilanciels et de compte de résultat qui tient lui. Il va le viser. Et ensuite, eh bien, il revient dans la commune qui va pouvoir, dans ces cas-là, l'adopter. Et une fois adopté, il repart. Dans ces cas-là, il partira automatiquement à la préfecture pour validation. Préfecture, qui a donc un rôle de contrôle. Donc, le préfet a
exerce un contrôle de légalité sur toutes les décisions que vous pouvez mettre en place. Donc, vous avez donc, dans les 15 jours à chaque fois donc, l'obligation de transmettre vos actes budgétaires au préfet pour ce contrôle de légalité. Et on l'a déjà dit, hein, si le budget n'est pas équilibré ou n'est pas voté dans les temps, eh bien, le préfet peut saisir la CRC. La CRC, donc, qui va avoir ce rôle de contrôle des comptes, qui va aussi donc accompagner les collectivités donc, dès lors qu'elles sont en difficulté pour pouvoir équilibrer le budget, qui va évidemment, ça vous le savez, procéder à des contrôles, donc qui va conduire à la mise en place, à la rédaction de rapports d'observation, et qui va aussi voilà, un peu contrôler la gestion sur l'efficacité des politiques. Et enfin, la troisième lame de contrôle concerne le comptable. Et on l'a vu, donc il va avoir eh bien, ce contrôle, ce rôle de contrôle entre guillemets au quotidien sur les mandats et les titres, et qui engage eh bien, sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur tout ce qui peut être fait, donc tout ce qui peut passer donc, en termes de dépenses. Voilà, j'en ai terminé en ayant à peu près respecté le timing. Voilà, je vous laisse la conclusion ici, qui va peut-être pouvoir dans ces cas-là